Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment, à partir des caractéristiques de la nouveauté, nous pouvions définir le rôle, c'est-à-dire à quoi elle sert, un contexte de référence, c'est-à-dire le marché le plus proche existant, pour arriver à formuler le contexte d'adoption qui correspond au périmètre où l'on peut introduire la nouveauté. Dans cette vidéo et la suivante, nous allons vous expliquer comment aborder la désirabilité. Je vous rappelle pourquoi ce concept est important. On avait parlé de pivot dans la première vidéo, et la désirabilité sert à se concentrer là où il y a de l'intérêt pour ne pas dépenser inutilement ses ressources et son énergie à la recherche du marché. Mathilde va vous décrire le nouveau cas réel sur lequel nous avons pu nous appuyer. La Casa Activa, notre cas pour cette vidéo et la prochaine, est une entreprise d'ingénierie immobilière italienne créée il y a un peu plus de 10 ans. Plus récemment, leur expertise leur a permis de mettre au point une innovation assez intéressante qui s'est transformée en une offre sur le marché italien, Domus Habilis. Il s'agit de maisons actives, c'est-à-dire de maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, et cela de façon autonome. Dans l'écosystème qu'ils ont construit, interagissent de vraies inventions, telles que la chaudière permettant d'éliminer les risques sanitaires liés au stockage de l'eau, ou encore leur architecture domotique très précise, permettant de gérer tous les aspects liés aux dépenses énergétiques. Et d'autre part, il y a aussi des applications nouvelles de choses existantes. Tout ça avec des coûts en moyenne 30% inférieurs aux autres solutions dites durables, comparables. L'offre en Italie s'adresse principalement aux particuliers et a décollé suite au tragique séisme dans le sud du pays. Leur implantation aujourd'hui sur leur marché d'origine est solide et ils ont cherché à s'internationaliser vers l'Europe et notamment en France. Ils ont tout d'abord suivi une posture plutôt classique et ont cherché un investisseur pour financer cette internationalisation. En même temps, ils sont entrés en contact avec plusieurs commanditaires et promoteurs immobiliers sans grand succès. Le produit, leur offre, suscitait énormément d'intérêt, mais aucun engagement suffisant pour avancer et concrétiser le projet. Au bout d'un an, ils décident de tenter un changement radical d'approche et acceptent d'utiliser ISMA 360. On l'utilise pour tenter un repositionnement du produit sur le marché français. Et j'insiste, il n'est question que du marché français, puisque l'offre en Italie est bien implantée et attractive. Voici ce que nous avions obtenu lors de la première étape d'ISMA 360, celle que nous avons vue ensemble lors de la vidéo précédente, mais appliquée au cas Dropbox. Voici donc le contexte d'adoption de Casa Activa, la gestion durable des bien-être dans les lieux de vie humaine. Au sujet de ce contexte d'adoption, nous notons deux choses. Premièrement, nous parlons de bien-être au pluriel, car l'écosystème de la Casa Activa va au-delà de la gestion de l'énergie thermique, notamment grâce à l'architecture domotique très poussée, ainsi que l'inclusion d'autres technologies annexes. Enfin, nous parlons de lieux de vie humaine, car le concept d'habitation au sens de maison destinée à un ménage est un usage possible. C'est d'ailleurs celui qu'on observe principalement sur le marché italien, mais c'est un usage partiel et nous le verrons au cours de cette vidéo et la suivante. Les fonctionnalités de gestion et de personnalisation pièce par pièce de l'écosystème Casa Activa rendent cette technologie tout à fait applicable à bien d'autres situations. À partir de ce contexte d'adoption, nous allons donc chercher à identifier les besoins auxquels celui-ci répond. Ce contexte d'adoption, une fois qu'on l'a écrit, en fait, il influe sur notre imaginaire et notre représentation du monde. On a bien en tête, d'après ce que tu nous as expliqué, qu'on se plonge dans les bien-être des humains et qu'il est lié aussi à leur lieu de vie, que ce soit des séjours réguliers ou des séjours temporaires ou même leur lieu d'activité. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on va utiliser, sur un tableau, lançons un brainstorming avec tous les besoins auxquels nous fait penser ce contexte d'adoption, la gestion durable des bien-être dans les lieux de vie humaine.
Allez, je commence, j'y vais. Ce contexte d'adoption sert à optimiser les coûts. Si on optimise les coûts, le pendant d'optimiser les coûts pourrait être économiser les ressources. Oui. Et dans un autre registre, ça permet de supprimer l'erreur humaine. Si on supprime l'erreur humaine, ça nous permet très probablement de garantir un service plus homogène. Et je pense aussi à assister l'humain dans sa tâche de gestion. Tout à fait. Et ainsi, nous allons continuer notre brainstorming pour arriver à définir 4 besoins qui vont être automatiser les flux dans un contexte d'utilisateurs multiples, consommer de façon responsable, permettre au bien-être d'être accessible à tous et enfin, fluidifier les points de friction. Vous devez vous demander comment on est arrivé à 4 besoins clés. En fait, commencez par les lire. Vous remarquez qu'ils ne sont pas synonymes les uns des autres et qu'ils ne se recoupent pas. Je veux dire par là que, par leur sens, leur signification, en fait, ils se positionnent sur des axes et des plans différents. Ils sont aussi indépendants d'un segment de marché spécifique. En effet, à aucun moment on a fait référence à des utilisateurs. Ils expriment la réalité du besoin de façon objective, tout en restant corrélés au contexte d'adoption. On a donc caractérisé les résultats du brainstorming en utilisant des règles très simples que je vais vous exposer. On a regroupé ceux qui signifient la même chose, qui sont donc synonymes. Et puis ensuite, on a ordonné les besoins qui restaient par une relation qui est une relation du type A permet B. Et en fait, on garde B quand il reste fortement corrélé au contexte d'adoption. Tous les autres, ce sont des propositions que l'on exclut. Très bien. Maintenant que nous avons identifié nos besoins à travers ces différents mécanismes que Fabrice vous a exposés, nous allons pouvoir les coupler avec les requérants, c'est-à-dire les individus ou les entités qui manifestent un ou plusieurs de ces besoins. Donc regardons à nouveau ces besoins clés et quels individus ou quelles entités vous viennent à l'esprit. Vous l'aurez compris, on repart à nouveau dans une séance de brainstorming. Mais dans cette séance de brainstorming, on n'a pas besoin de recherche exhaustive. On part de ce que l'on connaît, c'est suffisant. Ceci montre aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir que des experts autour de la table, car les représentations que vous utilisez sont suffisantes pour que chacun puisse contribuer et, comme on fait des vérifications de cohérence avec le contexte d'adoption, on sait qu'on ne va pas partir dans tous les sens. D'ailleurs, avoir des non-experts pendant ce temps de brainstorming est souvent un avantage. Ça permet de regarder l'invention ou la nouveauté sous un angle différent et un angle où un public averti pourrait s'auto-censurer. Alors, cherchons maintenant les requérants pour le besoin clé, fluidifier les points de friction. Mathilde, que Fluidifier penses-tu? les points de friction veut dire la possibilité d'intégrer de façon fluide, facile, différentes technologies entre elles. Quels sont les individus ou les entités qui pourraient souhaiter faire ça? À quoi pensez-vous? On peut tout d'abord penser aux PME, on peut penser aux opérateurs du service public, mais aussi aux professionnels de la santé, aux agrégateurs de technologies, toutes ces plateformes digitales numériques qui ont plusieurs prestataires de services dessus, mais aussi aux ménages. Et on pourrait continuer comme ça jusqu'à ce qu'on soit satisfait des requérants. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'on a une première cartographie des requérants qui nous donne donc les parties prenantes qui expriment ce besoin. On va faire le même exercice sur un autre besoin. Alors, que sait-on du besoin automatiser les flux dans un contexte d'utilisateurs multiples? Tu es déjà arrivé dans une chambre d'hôtel glacée? Oh oui. Moi aussi, toujours. Surtout en été, avec la climatisation, il fait toujours trop froid et il n'y a jamais de couverture supplémentaire disponible. D'un point de vue client, c'est pas terrible. Mais tu imagines le gaspillage de ressources pour l'hôtel
entre un client et l'autre, ou même pendant la journée si la chambre est vide. Même si quelqu'un passe 2 fois par jour pour régler les thermostats, vérifier les lumières, la télé, etc., la possibilité de pouvoir automatiser pièce par pièce, en fonction des besoins du client et de l'occupation de la chambre, toutes les fonctions de gestion thermique, énergétique, etc., c'est incroyable. D'ailleurs, il n'y a pas que les hôtels qui pourraient bénéficier d'une telle technologie. Oui, avec ton explication, effectivement, moi, une autre application, enfin d'autres requérants, ce sont les hôpitaux. Les hôpitaux, mais je pense aussi aux écoles. Puis en fait, en y réfléchissant, toutes les industries en fait sont tout à fait, des requérants possibles. Alors vous avez compris le principe? Eh bien, vous devez faire la même chose avec tous les besoins clés qui ont été identifiés précédemment. À la fin, on va arriver avec une liste de requérants dont certains sont présents dans plusieurs des besoins, mais certains ne seront attachés qu'à un seul besoin. Après cette étape, nous rentrons vraiment dans les débuts de l'évaluation de la désirabilité. On cherche à évaluer l'importance du besoin pour le ou les requérants qui sont concernés. Pour cela, on va construire un tableau avec en colonne les requérants et en ligne les besoins. On va évaluer pour chaque cellule en se posant la question, est-ce que le besoin I est important pour le requérant M? La réponse, il y a plusieurs types de réponses. Si la réponse est oui, c'est très important, eh bien on le notera à 3. Si la réponse est oui, c'est un peu important, on le notera à 1. Et si la réponse est il n'y a pas du tout de besoin, on attribuera la note 0. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire avec nos besoins et nos requérants? On va reprendre l'exemple des hôtels pour l'automatisation des flux dans un contexte d'utilisateurs multiples. A priori, nous l'avons vu, le besoin est fort. On est assez confiant pour lui attribuer une note de 3. En effet, ça peut leur permettre d'optimiser leurs dépenses, mais aussi d'améliorer l'expérience client. Le même raisonnement est valable pour les structures sanitaires, comme des hôpitaux, des EHPAD et d'autres. Si on le fait pour chaque besoin et chaque requérant, voici ce que nous obtenons comme tableau. Dans le périmètre de notre nouveauté, le contexte d'adoption de l'écosystème Casa Activa, nous avons donc identifié les besoins, les requérants, et nous avons pu évaluer l'importance des 10 besoins pour chacun des requérants. Alors, récapitulons les points de cette vidéo. Nous avons centré d'abord l'effort sur les besoins, puis ensuite sur les requérants, auxquels le domaine d'application ou le contexte d'adoption apporte des réponses. Nous avons regroupé les éléments générés par le brainstorming, et ensuite, nous avons évalué l'importance du besoin clé pour les requérants. Nous obtenons donc cette première cartographie des besoins forts pour les requérants. Cette étape de la désirabilité requiert de la part de l'équipe un alignement sur la formulation des besoins. Je m'explique. En fait, chaque participant doit être d'accord avec la formulation des besoins pour qu'il ne subsiste aucune ambiguïté. En particulier, il est probable que vous y reviendrez, si ce n'est pas le lendemain, au bout d'une semaine, et il est important qu'on sache toujours ce que ça veut vraiment dire. De plus, c'est un travail itératif, et donc, il faut vraiment qu'il y ait cette compréhension globale. Certains vont objecter que dans l'approche que nous avons suivie, nous avons oublié tel ou tel requérant. C'est probable. L'analyse se fait avec les informations qu'on a à sa disposition. Le but n'est pas d'être exhaustif pour envisager toutes les options. Le but, c'est de trouver des leviers d'action immédiats. Et dans le cas de Casa Activa, l'analyse a permis de lever 1 an de blocage, comme vous l'expliquait Mathilde au départ, sur leur projet d'internationalisation en France en seulement quelques semaines. Alors, est-ce qu'il faudra enrichir ce travail? Très probablement. Car à mesure qu'on agit, bien, on récolte de nouvelles informations. Je reviens sur le côté très itératif. Et ce travail itératif suit le projet et il s'enrichit avec le projet autour du contexte d'adoption qu'on a défini au départ. Je voudrais aborder aussi un dernier point.
Cette phase, vous l'aurez compris, est une phase qui est vraiment tournée vers le présent et l'extérieur. Ça signifie ce que l'invention et son contexte d'adoption peuvent apporter au requérant. Et on n'est pas du tout focalisé sur ce que l'invention fait de mieux, autrement dit, sa valeur intrinsèque. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons notre analyse toujours sur le cas de Casa Activa. Nous nous intéresserons aux solutions existantes et évaluerons la désirabilité globale de la solution Domus Habilis. Avec Fabrice, on vous donne donc rendez-vous pour la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt. À bientôt.